Bonsoir à tous, c'est votre débat d'opinion quotidien sur i24 News. Les grandes gueules Moyen-Orient vous souhaitent la bienvenue. Voici le programme. 4 mois de prison ferme, c'est la peine infligée au livreur Deliveroo qui a refusé de livrer des clients juifs à Strasbourg. Il devra quitter le territoire une fois la peine exécutée. Alors la justice française se met-elle enfin à réprimer vite et efficacement l'antisémitisme? Nous y reviendrons largement en deuxième demi-heure de nos GG. Benjamin Netanyahou drague l'électorat arabo-israélien à Nazareth, une opération de séduction après celle envers les dirigeants arabes qui signent les uns après les autres des accords de normalisation. Alors assiste-t-on à une nouvelle ère pour les relations judéo-arabes? Ce sera notre débat au pays de Bibi. La France s'engouffre dans un couvre-feu général à 18h. Et pourtant, en Israël, la méthode du confinement ne semble pas forcément porter ses fruits. Au même moment, le pays se targue d'avoir vacciné sa 2 millionième citoyenne. Alors à quoi bon confiner? Nous vous avons posé la question sur Twitter. Vos réactions et celles des GGMO en fin d'émission. Et bienvenue à vous pour notre dernier débat de la semaine. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Benjamin. Vous avez vu, on est assortis ce soir. Exactement, c'était pas prévu mais ça tombe très bien. Voilà, ça veut dire qu'on va être au raccord ce soir avec vous, avec nos grandes gueules de ce jeudi soir. Bonsoir Léa Landman. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Directrice du programme Diplomatie 2030 à l'Institut Abba-Eban de IDC Herzliya. Bonsoir David Lefrançois. Bonsoir. Merci d'être avec nous, psychologue, neuroscientifique. Et en plateau à Paris, je salue Franz-Olivier Gisbert que je suis très heureux d'accueillir dans nos grandes gueules. Bonsoir Franz, écrivain et éditorialiste. Un salut amical également à Christian Mallard qui nous rejoint dans les grandes gueules ce soir. Bonsoir mon cher Christian, que je ne présente plus sur l'antenne d'i24. Good evening Mr. Ben. Merci mon cher Christian. Et si vous le voulez bien, pénétrons maintenant au pays de Bibi. Benjamin Netanyahou est capable de tout et il nous l'a encore prouvé hier. C'est à Nazareth, ville arabe israélienne. On le vote à 95% pour la liste arabe que le Premier ministre israélien a choisi de lancer une immense opération séduction. Des promesses pour les Arabes d'Israël, mais aussi pour le monde arabe dans son ensemble. Et voici comment il a conclu son discours. Si les Juifs et les Arabes peuvent danser ensemble dans les rues de Dubaï, ils peuvent danser ensemble ici, en Israël. Une nouvelle ère de prospérité, d'intégration et de sécurité commence aujourd'hui. Alors je vais demander dans un instant de commenter cette joie du Premier ministre israélien. Mais d'abord, Noémie Aliwa, on va peut-être rappeler le contexte de cette petite phrase, parce que Netanyahou est en pleine campagne électorale. On rappelle, c'est une 4e élection en 2 ans qui s'annonce. Oui, Benjamin, et ce discours a tout l'air d'un discours de campagne, puisque c'en est un à l'heure où cet électorat pourrait bien faire pencher la balance dans les élections de mars prochain. Rappelons que la communauté arabe israélienne représente environ 20% de la population. Et quant au parti de la liste arabe unifiée, eh bien, il a su s'imposer ces dernières années comme la 3e force politique du pays. Donc Benjamin Netanyahou, eh bien, il s'est rendu hier à Nazareth pour s'adresser à cette communauté qui lui est pour l'heure majoritairement hostile. Il a donc félicité les infirmières et les médecins arabo-israéliens qui sont très impliqués dans la lutte contre l'épidémie. Puis il a promis de mesures concrètes pour améliorer leur quotidien, comme par exemple un plan d'envergure pour lutter contre la violence et le crime organisé. Les sondages montrent que les Arabes israéliens sont très sensibles à cette question, après une augmentation de près de 50% en 4 ans sur leur territoire de ces crimes-là, signe donc d'une impuissance des autorités locales. Ce sont les propos de Netanyahou qui ont forcément suscité des réactions, notamment des membres du parti de la liste arabe unifiée. Citons Ahmad Tibi, député de ce parti, pour qui ces propos sont une tentative de faire des Arabes israéliens, je cite, des idiots utiles. Alors sont-ils les idiots utiles de Benjamin Netanyahou? Léa Landman, Netanyahou qui drague un électorat que l'on sent plutôt hostile, je le disais, à 95%, ils votent la liste arabe unie. C'est de la folie ou alors c'est une forme de courage d'aller leur parler comme ça? Alors une petite minute quand même avant, parce que vous avez donné un contexte, Noémie, mais le contexte de cette histoire, c'est quand même 2015. 2015, quand Netanyahou, pendant la campagne électorale, dit « allez voter parce que les Arabes affluent
dans les urnes, aux urnes. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Voter en masse, parce que sinon les Arabes vont prendre le pouvoir en Israël. C'est ça le vrai contexte de ce truc-là. D'ailleurs, il s'est justifié hier et sur cette petite phrase. Pardon, il a dit fake news quand même, c'est beau. Aucune fake news. Il l'a dit, mais il a dit c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aller voter Likoud. Je suis désolée, je me suis excusée. Ne vous soutient pas vraiment. Mais tout ça pourquoi ? Parce que c'est dans un contexte électoral. C'est le contexte électoral, bien sûr, évident. Mais le contexte était 2015. Pourquoi il a besoin d'aller à Nazareth ? C'était un événement qu'il a justifié. Gros événement quand même. Pour draguer l'électorat arabe. Oui, mais c'est pas de la petite drague là. Bon, alors donc, vous m'avez posé cette question. La question, en fait, la réponse à ce truc-là, c'est de dire le discours de Nazareth, on en parle déjà comme le discours de Nazareth sur le poids de le discours de Bar Ilan à l'époque quand il a parlé de 2 États, etc. Donc, énorme coup de relations publiques, très beau, à la Netanyahou. Il rentre dans un monde qui comprend bien, il voit quand même qu'il peut avoir 2-3 mandats des voix arabes. Le parti arabe. Je vous demandais tout à l'heure si c'était une forme de courage. Alors non, je vois pas. Parce qu'il n'est pas en terrain conquis quand il va là-bas. Non, il n'est pas en terrain conquis, mais c'est pas une question de courage. C'est Netanyahou qui regarde sa carte politique et qui dit ok, j'ai plus de voix à prendre à droite. Où est-ce que je peux prendre des voix ? Il a compris aussi que l'écart ou l'énorme différence entre le leadership arabe et la rue arabe s'accrue. Il comprend aussi que la liste arabe unie, c'est des gauchisants, comme dirait ma grand-mère, c'est des communistes, c'est des islamistes, c'est des démocrates, c'est tout, et ensemble, et ça commence à exploser. Juste pour terminer, il a aussi compris que le leadership arabe, en s'opposant aux accords d'Abraham, est allé contre, en fait, la volonté de la rue arabe. Alors ça, c'est très intéressant, on va y revenir tout à l'heure. D'abord, David Alfonso, une réaction. D'abord, 2015, d'accord. On est en 2020, il s'est passé 5 ans. Le pays, il a changé en 5 ans. L'évolution, la démographie, les changements, les cultures, l'orientation géopolitique a changé aussi. Je pense que c'est aussi important, à un moment donné aussi, d'aller chercher l'électorat effectivement là où il est. Et je pense aussi bien qu'il faut ouvrir, beaucoup plus vis-à-vis du monde arabe. Alors même si c'est stratège, c'est un politicien. On ne va pas reprocher à Bibi d'être un politicien. C'est-à-dire que... Non mais... Quand c'est un super politique qui va nous ramener de la vaccination en masse, c'est quelqu'un de génial, c'est un fin stratège. Mais quand il est stratège dans son pays, on dit c'est un manipulateur. C'est un stratège politique. Personne n'a dit qu'il était manipulateur. Non, il est pas ici. Si vous voulez, on peut tout... Attendez, on va parler de cette partie des vaccins. Pour moi, c'est un stratège. Alors oui, il va chercher des voix. Et à la question, est-ce qu'il faut du courage pour faire ça ? Moi, je pense que oui. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas du tout en terrain conquis et c'est un exercice politique qui est complexe. Naturellement, il est en train de surfer aussi sur cette vague d'ouverture vers l'extérieur vis-à-vis de tous nos voisins et c'est plutôt une bonne chose. Moi, je pense ce positionnement plutôt positif, parce que d'abord, je suis quelqu'un de positif, et que j'ai envie de voir aussi dans ce positionnement quelque chose d'ultra positif vers une ouverture pour qu'il y ait simplement un meilleur fonctionnement entre Alors justement, les Juifs vous parlez d'ouverture ici et avec les voisins. Je vais interroger Paris justement, Franz-Olivier Gisbert. Quand on entend cette déclaration de Bibi, qui est très positive sur cette ouverture avec les Arabes en Israël et avec les Arabes des pays voisins, et je vous rappelle le contexte, Eli Cohen, le ministre israélien du renseignement, affirme que 4 nouveaux pays musulmans vont peut-être aussi normaliser leurs relations avec Israël. Alors est-ce que pour vous aussi, on est en train de vivre une époque historique, Franz-Olivier Gisbert ? Absolument. D'ailleurs, je suis un petit peu étonné par le discours un petit peu électoraliste des uns des autres. Alors, je sais que vous êtes en pleine campagne électorale, mais certainement, je veux dire ici, franchement, à Paris, on s'en fout. On s'en fout parce que il y a une sorte de révolution diplomatique qui est en train de se dérouler aujourd'hui avec toutes ces ouvertures qu'il y a eu avec l'Arabie Saoudite et puis évidemment les Émirats. Et ça n'est pas fini, effectivement. C'est sûr que ça n'est pas fini. Alors c'est clair que Netanyahou est sur une bonne pente. Vous savez, en politique, il y a les trous et puis il y a les moments, c'est comme les montagnes russes, et les moments où tout va bien. En ce moment, c'est clair que tout va bien pour lui. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Et
Et sans doute, il y a des circonstances, évidemment. C'est qu'aujourd'hui, les pays arabes qui discutent avec Israël et qui se rapprochent d'Israël et qui vont signer de plus en plus d'accords avec Israël, sont des pays qui sentent des menaces qui n'existaient pas comme ça à ce point il y a encore quelques années. Bon, il y a la menace de Téhéran, de l'Iran, qui est dirigée par des gens, disons, un peu particuliers, qui travaillent un peu du ciboulot, qui sont pas sécures. Il y a de l'autre part la Turquie, avec son allié, le Qatar, qui est dirigé quand même par une espèce de tyran. Alors je sais qu'il est quand même plus ou moins élu, mais enfin c'est une espèce de tyran qui rappelle par certains côtés des comportements d'Hitler, c'est-à-dire qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit, et quand on écoute ce qu'il dit, évidemment on a très peur parce que voilà, il se prend pour le nouveau sultan. D'accord, Donc, mais justement, dans cet enthousiasme, des pays sages, pardonnez-moi, l'Arabie François Saoudite Olivier, et les Émirats, il y a un enthousiasme général, mais cette phrase de Bibi Netanyahu, quand même, commentons-la ensemble. Si les Juifs et les Arabes peuvent danser ensemble dans les rues de Dubaï, ils peuvent danser ensemble ici, en Israël. Christian, je voudrais vous entendre là-dessus, parce qu'on a cette emphase des dirigeants, mais dans la rue, ils ne vont pas danser ensemble, les habitants. Non, mais écoutez, moi je pense que Netanyahou, qui est un fin stratège politique, est en train de vouloir surfer, en effet, sur cette nouvelle vague de normalisation. Grâce à qui? Grâce à Donald Trump, qui est son principal allié, qui est l'architecte de cette normalisation, et qu'il va perdre, puisqu'on sait que Donald Trump va être balayé prochainement, peut-être par l'impeachment, comme me dit François Olivier, qui me confirme en effet qu'il n'y aura plus de Trump ou de Trumperie bientôt. Donc, si vous voulez, il ne s'était rien passé depuis les accords de Camp David, 78, et puis les derniers actes de paix, si je puis dire, ça a été avec le roi Hussein de Jordanie en 94. Donc, depuis 26 ans, on n'avait rien. Alors, d'un seul coup, c'est ce que disait François Olivier tout à l'heure, on a quand même cette nouvelle ère qui s'ouvre de normalisation, avec des États qui n'étaient pas forcément en guerre ouverte avec Israël, qui ont eu leur bénédiction qui a été donnée par l'Arabie Saoudite, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, je voudrais qu'on en dise un mot, qui est quand même officiellement la grande absente de cette normalisation, mais en coulisses. Mais elle est en coulisses, on le sait très bien, c'est un mystère aux Émirats Arabes Unis et au Bahreïn. Léa Landman. Non, je suis Non, mais c'est pour ça que c'est énorme cette histoire. Alors là, vous êtes en train de nous parler des élections, mais c'est énorme pour le. Non, mais attendez. C'est énorme pour l'avenir d'Israël. Léa Landman. La normalisation qu'on voit aujourd'hui dans le Moyen-Orient n'a rien à voir avec la campagne électorale de Bibi, si ce n'est comprendre qu'on a une petite ouverture. Si on veut parler des accords d'Abraham, on peut parler des accords d'Abraham et à quel point c'est positif, etc. Oui, mais ça c'était qui est pas la question. intéressant, si, parce que c'est Netanyahou qui mêle dans la même phrase les deux événements. Mais parce que ça, il c'est mêle son côté. Dubaï et il veut mêler les Arabes israéliens à cette histoire-là. Il a compris leur dire, que les Arabes... entrez avec nous dans cette histoire. Oui, c'est parce ça qu'il a leur compris dit. que les Arabes israéliens voulaient rentrer dans l'histoire et que leur leadership les laisse de côté. C'est pour ça que c'est un fin stratège. Personne ne dit que c'est pas un fin stratège, mais de penser que c'est naïf et que parce que vraiment Netanyahou a envie d'une nouvelle ère entre juifs et musulmans, arabes, druzes, que vous voulez. Non. Mais peu importe Netanyahou, en fait, on parle de la recomposition du Moyen-Orient. On parle de quelque chose de beaucoup plus important, comme vous le disiez, monsieur François-Olivier Gisbert. J'ai une question peut-être pour vous, justement. Est-ce que vous pensez que le monde arabe, il pourra un jour abandonner la question palestinienne? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui clive cette Ligue arabe, ce monde arabe, et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a eu toujours une sorte de mur entre Israël et le reste du Moyen-Orient. Effectivement, c'est la bonne question. Je crois qu'il n'y a pas d'autre question. Il ne peut pas y avoir une paix durable si la question des Palestiniens n'est pas réglée à un moment ou à un autre. Voilà. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas être réglée. Enfin, tous ces gens qui nous disent réglons la question palestinienne, vous ne pouvez pas régler parce que les Palestiniens ont des représentants qui ne sont pas seulement infréquentables, ils sont idiots, ils sont absurdes, ils sont corrompus. Vous parlez de Mahmoud Abbas, vous parlez de Mahmoud Abbas. Du Hamas ou de l'autorité palestinienne. Ce sont des personnages et des représentants avec lesquels on peut pas la question parler. palestinienne, elle ne peut pas être réglée parce qu'il y a des gros changements stratégiques au Moyen-Orient aujourd'hui qui font que la question palestinienne n'est plus importante. Vous avez parlé de la Turquie, vous avez parlé du Qatar. Parce que je pense un mot, François-Olivier, après Christian Mallard. Non, mais ce qui se passe
Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui avec les pays arabes, ça peut être une ouverture pour les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, je pense, qui est un peuple quand même intelligent, il ne va pas rester enfermé sous cette cloche de représentants abrutis comme les gens de l'autorité palestinienne et les gens de Hamas. Et ils vont sortir de là. Et je suis convaincu, c'est pour ça que c'est important ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ça ne veut pas dire que c'est pour l'année prochaine ni dans 5 ans, mais à l'échelle... Mais en tout cas, il se passe quelque chose, c'est ça que vous nous dites. Il va évidemment se passer quelque chose. Évidemment. Pour apporter de l'eau au moulin de Franz Olivier. Attendez, pour apporter de l'eau au moulin de Franz Olivier, je voudrais quand même dire, il va falloir que plutôt tôt que tard, les Saoudiens clarifient leur jeu. Parce qu'on est, regardez, vous avez le roi Salman qui est accroché au pouvoir, qui est un vieillard malade, qui lui ne jure que par l'État côte à côte, 2 États côte à côte, avec Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Et puis vous avez le prince Mohammed bin Salman, donc le fils, le prince héritier, qui lui tient un tout autre langage, qui est beaucoup plus pragmatique et qui est prêt à dire, moi j'achète la paix, c'est comme ça que ça se passe avec les pétrodollars, j'achète la paix, l'économie avec les Palestiniens, avec les pétrodollars, et en même temps, moi, je veux que ce ne sera pas forcément Jérusalem-Est qui sera la capitale d'un État palestinien. Il parle d'un endroit que vous connaissez mieux que moi, qui est dans la périphérie de Jérusalem, qui est à Boudis. Alors ça, c'est une discussion dans laquelle je n'interviendrai pas. Il faut les experts territoriaux pour en parler. Mais il va bien falloir que les Saoudiens, à un moment ou à un autre, puisqu'ils ont épaulé le Bahreïn, puisqu'ils ont épaulé les Émirats arabes unis dans cette course à la normalisation, il va falloir qu'ils sortent du bois. Maintenant, j'ai quand même le sentiment aussi, je veux froisser personne, j'ai le sentiment que ces pays arabes aussi ont des intérêts stratégiques. Permettez-moi, Benjamin, de finir mon raisonnement. Il y a un intérêt stratégique aussi derrière, parce qu'ils savent pertinemment que si demain, il y a un conflit avec l'Iran, ils vont compter sur le parapluie, j'allais pas dire nucléaire, mais sur la protection d'Israël et des États-Unis. Alors, on parle depuis tout à l'heure des Palestiniens par rapport à ce schéma qui se décide. Et bien justement, dans cette émission, puisque nous donnons la parole à tout le monde, nous allons aussi entendre la réaction côté palestinien et nous partons du côté de Bethléem. Bonsoir Jacques Nénaud. Bonsoir. Vous êtes palestinien de Bethléem, vous êtes entrepreneur social. J'imagine que vous entendez ce qui se dit depuis tout à l'heure dans ce débat. Est-ce qu'en signant la normalisation avec les pays arabes et en cherchant, comme on l'a vu hier, à également normaliser la vie des Arabes israéliens, Netanyahou n'est pas en train de vous mettre, vous les Palestiniens, hors jeu? Alors, vous, les Palestiniens, donc les Palestiniens de Nazareth, de Bethléem ou les réfugiés au Liban, nous sommes tous Palestiniens et nous appartenons au même peuple. Maintenant... ceux qui sont à la gouvernance de l'autorité palestinienne, si vous préférez. Netanyahou, il est clair dans sa politique, il a toujours refusé la paix, il a toujours même refusé la citoyenneté, la vraie citoyenneté, même aux Palestiniens qui vivent dans les territoires de 48, puisque seuls les Juifs peuvent être citoyens dans l'État d'Israël. Même un Juif qui arrive aujourd'hui, il est tout de suite citoyen, alors que les Palestiniens qui sont là depuis toujours, ils ne jouissent d'aucun droit. Le problème, il est là aujourd'hui. Et quand vous entendez qu'il y a dans la rue arabe israélienne aujourd'hui une partie de l'électorat qui est tentée par le Likoud, parce que c'est aussi une réalité, vous dites quoi de ces Arabes israéliens-là? Ce sont des traîtres? Pas du tout. Moi, je dis c'est leur vie. Ils ont une vie politique. Il faut savoir que parmi la population palestinienne qui vit entre le Jourdain et la Méditerranée, il y a plusieurs droits qui sont donnés. Il y en a qui sont pratiquement aucun droit, même le droit à la vie, comme les Palestiniens qui vivent sous blocus à Gaza depuis 13 ans. Et Israël est responsable de ce blocus. Et Israël est responsable d'avoir transformé Gaza en la plus grande prison du monde. On ne peut pas dire qu'Israël laisse ça. C'est pas possible. Vous avez d'un côté le Hamas qui organise tout ça depuis des années. Vous êtes en train de rendre le peuple israélien et particulièrement Bibi responsable de ça. Et à un moment donné, on ne peut pas laisser tout dire et n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. C'est pas possible de dire quelque chose comme ça. Si Israël voulait la paix, il y avait les accords d'Oslo et les Palestiniens avaient reconnu... Okay, si les Palestiniens voulaient la paix, ils auraient pu déjà signer des accords qui leur ont été proposés depuis plusieurs décennies. Excusez-moi. Donc vous ne voulez pas plus la paix que...
on ne peut pas parler de Jacques, paix je comprends pas un truc. pendant ce temps mettre les Palestiniens devant le fait accompli de la colonisation. Non, mais Israël n'a jamais arrêté la colonisation, même pendant les négociations. Mais Jacques, de je comprends pas. D'abord, là depuis où il y avait 26 ans, un il ne s'est rien problème. passé, donc il était temps de continuer. Et surtout, je comprends pas du tout le rapport entre la citoyenneté palestinienne, les accords de paix d'il y a 26 ans d'Oslo, etc., avec ce qui se passe aujourd'hui. Simplement que nous vivons aujourd'hui dans les territoires palestiniens et dans la Palestine historique, il y a un apartheid qui s'est installé. Non mais Jacques, quel rapport avec le leadership arabe qui n'a pas réussi à lire la rue arabe israélienne et qui donc les a emmenés dans des nouveaux territoires, des nouveaux territoires, et donc conclusion, Bibi se permet d'aller à Nazareth avec suffisamment de panache et d'assurance pour dire je veux maintenant les Arabes israéliens sous mon aile. J'aimerais comprendre quel rapport avec la nationalité, avec tous vos arguments qui sont les arguments qu'on donne d'habitude quand on parle des Palestiniens et des Israéliens. Un jeu politique de Netanyahou, y compris tous ces accords qui ont été parrainés par les États-Unis et par Trump, on a l'impression que tout ça ne sert qu'à une chose, justement à maintenir Netanyahou au pouvoir, alors que normalement il aurait dû être jugé et écarté du pouvoir. Mais je vous repose ma question du début. Jacques Nénaud, pardon, c'est pas le sujet. Et ma question du début, c'était est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas hors jeu parce que tout est en train de se redessiner autour de vous? Mais les Palestiniens sont hors jeu depuis un siècle. Posez-vous la question pourquoi vous êtes hors jeu. Pourquoi vous êtes hors jeu? Est-ce que c'est la politique israélienne ou c'est la politique palestinienne qui vous a mis hors jeu? Bien sûr, d'accord, mais quand même, il y a un moment donné, on met toujours c'est là le problème. Le problème, il est là en fait. Non, le problème, il est là. Le problème, il est lié au gouvernant, le problème. De votre côté, il est aussi lié au gouvernant. Sauf que vous ne les remettez jamais en question, vos gouvernants. Vous remettez en question toujours les autres gouvernants qui sont opposants, mais vous ne remettez jamais, vous, en question, les Palestiniens, vos propres gouvernants. Et sûrement par peur. Donc je ne suis pas d'accord avec ce genre de discours-là. Et à un moment donné, il faut aussi que le peuple palestinien se réveille un jour ou l'autre et se pose la question si ces gouvernants sont bons ou pas, et s'ils vous emmènent toujours dans les mêmes scénarios. Parce que ces scénarios, vous les avez, on a le sentiment que c'est une histoire de vie qui se répète. Ils n'ont pas fonctionné depuis 70 ans. Excusez-moi, c'est même pas l'histoire. Mais là, vous parlez. C'est aussi l'histoire de pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas les endroits stratégiques où il y a où le pouvoir se trouve. Ils sont là-bas. Jacques Nénaud, et après Christophe Malard. Vous parlez de la Palestine, comme si la Palestine était le Maroc ou l'Arabie Saoudite, c'est un monarque qui décide. Pas du tout. En Palestine, il y a quand même une démocratie. Et les Palestiniens, s'ils veulent... Et donc, Abou Mazen n'aurait pas pu signer quelque chose que les Palestiniens refusent. Et les Palestiniens, s'ils ont accepté les accords d'Oslo, ils ont accepté un État dans 1/5 de leur territoire. Israël a refusé même ça. Et en dessous de 22%, les Palestiniens... Pardonnez-moi, Jacques, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est le contexte actuel et ce qui se passe en ce moment et ce qui se dessine en ce moment. Un mot à Paris, Christian Malard veut réagir. Non mais je suis désolé, Benjamin. Il faut qu'à un moment donné, les Palestiniens déterminent leur chemin, leur avenir. Est-ce qu'ils peuvent encore continuer avec ce vieux Mahmoud Abbas qui veut régler le problème à travers une conférence internationale dont ne veut pas Netanyahou, où il y aurait les Européens, les Russes. Il n'en veut pas. Et en même temps, c'est ce que disait monsieur Lefrançois, on a quand même le Hamas qui est là, qui est à la botte de l'Iran, qui est financé par l'Iran et qui prône sans cesse la destruction d'Israël. Alors avec qui peut-on négocier aujourd'hui? Avec qui Israël peut négocier? Si Mahmoud Abbas ne fait pas un effort pour aller avoir un tête-à-tête clair, net avec Netanyahou, je pense que c'est peine perdue. Bien sûr. Moi, je pense que le peuple palestinien, il est pris en otage aujourd'hui. Il est pris en otage par sa gouvernance. Et qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un réveil de ce niveau-là, bien sûr, tous les accords qui sont pris actuellement ne vont faire que les affaiblir vis-à-vis de l'opinion internationale. Et à un moment donné, la voix que vous pourriez être entendue ne le sera pas. Donc c'est aussi important de remettre en question. Jacques Nénaud, je vous laisse réagir en 30 secondes pour conclure. Moi, je pense que les Palestiniens, de toute façon, ont été piégés avec les accords d'Oslo. Parce que dans la réalité, parce qu'on les a apportés sur ces accords en considérant qu'ils étaient à égalité, alors qu'ils ne sont pas à égalité. Un occupant et un occupé ne peuvent pas discuter à égalité.
Et la communauté internationale a laissé tomber les Palestiniens, alors que le droit international, il est de leur côté. Bien, écoutez, je vous remercie Jacques d'avoir été avec nous, mais ce n'était pas tout à fait la question du soir. La communauté internationale ne prend pas sa responsabilité. Merci. Les leaders palestiniens, quels qu'ils soient, parce que quels que soient les leaders palestiniens, il ne pourra pas imposer à Israël la paix. Merci Jacques Nénaud d'avoir été avec nous. Voilà, écoutez, on voulait aussi donner la parole de l'autre côté. Merci d'avoir accepté d'intervenir ce soir dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Petite pause et dans un instant, nous allons parler de l'affaire Deliveroo avec la justice qui, chose rare, a réagi de façon très rapide et efficace. 4 mois de prison ferme pour cet homme qui refusait de livrer des Juifs. À tout de suite. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie. Merci de nous rejoindre en ce jeudi soir. Je suis comme tous les jours avec Noémie Aliwa. À mes côtés ce soir, Léa Landman, David Lefrançois. À Paris, Franz-Olivier Gisbert et Christian Mallard qui sont également avec nous ce soir. On va, si vous voulez bien, parler maintenant de l'info du soir. La condamnation de ce livreur Deliveroo qui, à Strasbourg, refusait de livrer des Juifs. Et la justice n'a pas attendu et ce livreur est passé en comparution immédiate. Et voici la sanction, 4 mois de prison ferme. Il devra quitter le territoire une fois la peine exécutée et ne pourra pas revenir en France avant un délai de 3 ans. Je précise également que le personnage en question était un Algérien de 19 ans en situation irrégulière. Il était arrivé il y a 1 an avec un visa de touriste. Franz-Olivier Gisbert, je vais commencer avec vous parce qu'on a souvent dénoncé la lenteur de la justice française dans certaines affaires d'antisémitisme. Je pense à l'affaire Mireille Knoll, je pense à l'affaire Sarah Halimi. Et là, on a affaire aujourd'hui à un exemple, alors bon, qui est quand même moins grave, hein, toute proportion gardée, mais tout de même, une présence rapide, efficace et directe de la justice. Franz. Oui, absolument. Il y a eu des affaires où vous étiez gentil, où je pense qu'on peut même dire que la justice était abjecte. Et puis on peut rappeler aussi l'abruti salafiste qui avait insulté Finkielkraut en disant « Allez, retourne chez toi là-bas, on est ici chez nous, salopard, enfin je sais pas quoi, tira en enfer ». Vous vous souvenez, lui, la justice lui avait arrangé le coup, c'est-à-dire qu'il n'a pas été jugé en comparution immédiate, il a été jugé quelques mois plus tard, gentiment, dans un coin, il a une petite peine avec sursis. Bon, là, il ne faut pas se raconter d'histoire non plus, c'est-à-dire c'est une peine de prison qui fera que, vraisemblablement, il n'exécutera pas cette peine, il ne fera pas cette peine de prison. Mais, je crois, effectivement, c'est un grand signal, et ça montre peut-être que la justice, en tout cas, parce qu'en général, à 4 mois, on ne les fait pas. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça parce que les prisons sont surchargées. Enfin, voilà, c'est la France hein, aussi. Parce qu'en France, on ne fait pas tout ce qu'on dit. Et voilà, on fait pas tout, on dit pas tout ce qu'on fait. Et ça, c'est comme ça que ça marche. Bon. Mais je pense que c'est effectivement, on peut considérer que c'est peut-être un tournant. En même temps, c'est vrai que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, vous savez très bien que selon les juges, ça peut changer. Mais là, on est tombé en tout cas, enfin la cause de l'antiracisme est tombée sur un bon juge qui a pris les décisions. Il n'empêche que aujourd'hui, la France a quand même un énorme problème d'antisémitisme. Je crois que c'est quelque chose qui est fascinant parce que tout le monde cherche à le cacher. Quand il y a des manifs, c'est des grandes manifs contre l'islamophobie, avec ce comité qui a été d'ailleurs dissous par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait colonne ouverte au Monde pendant des années, et au journal Le Monde. Et c'est vraiment le problème qui est toujours, apparemment, le problème numéro 1. Or, j'en viens toujours sur les statistiques. Les faits islamophobes ou anti-musulmans, c'est la meilleure façon de les qualifier. En France, en 2019, on n'a pas encore les chiffres de 2020, mais il ne saurait tarder, mais en 2019, c'était 154. Hein. Les chiffres pour ce qu'on appelle les faits antisémites, c'était 687 en 2019. Et pour les actes antichrétiens,
c'était 1052. C'est-à-dire il y a presque 10 fois plus d'actes antichrétiens que d'actes anti-musulmans ou islamophobes. Alors on dit, je sais, les gens se tortillent, j'ai vu un papier dans Le Monde qui disait que, ben oui, il y a plus d'églises, etc. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que quand on parle d'actes antichrétiens, ce sont des églises qu'on a fracturées, et pas pour voler, pour détruire, pour casser et des je icônes, des précise, sculptures, etc. Donc on a je ce précise, problème en Laurence, France. que hier, on a consacré une moitié d'émission pour raconter ce qui se passe précisément dans les actes antichrétiens dans le monde. Noémie Aliwa. Oui, je voulais vous poser une question. Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable, hein, monsieur Gisbert. Qu'est-ce que vous pensez de tous ceux qui disent que les musulmans Allez-y. d'aujourd'hui sont les juifs d'hier ? Non, mais ça, c'est fait partie, vous voyez, c'est le discours victimaire. Il y a un très bon livre, il y a de bons livres d'ailleurs, de Bernard Lewis sur l'islam, qui parle d'une espèce de tradition de la victimisation du monde musulman. Et d'ailleurs, ils ont réussi à faire croire aux Français et aux imbéciles et aussi aux antisémites qu'il y avait une forte islamophobie en France et qu'il fallait manifester contre. Mais bien entendu, cette farce-là, ça marche un peu, ça marche auprès de quelques gogos, mais je crois qu'il faut essayer de rétablir la vérité. Et la vérité, quand je vous donne ces chiffres-là, ce sont des chiffres officiels, des chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sortent chaque année et qui permettent de faire des comparaisons annuelles. Donc, on voit très bien que les musulmans aujourd'hui en France, c'est pas vrai, ils ne sont pas persécutés. Et d'ailleurs, je vous signale, il y a eu plus de morts juifs tués par des terroristes que Et c'est bien de le rappeler. Je vais donner la parole. Pardonnez-moi, France, je vais aussi donner la parole à Tel Aviv. Ben oui, David on a Lefrançois, des par exemple. oui. Est-ce que vous dites, voilà, les Juifs de France peuvent se sentir assurés après une telle décision de justice ? C'est au moins un fait marqué. On va souligner une fois encore quelque chose de plutôt positif. Maintenant, moi, je pense que c'est un petit coup d'épée dans l'eau, vraiment, comparé à tous les actes antisémites qui se passent, malheureusement. Donc, est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Je l'espère. On va voir ce que va donner l'avenir, parce que je pense que les actes antisémites ne vont pas s'arrêter, personnellement. Donc, on va voir un petit peu quelles vont être les réactions dans le futur. Mais je crois qu'il y a il y a une prise de parti et une communication massive sur cette chose-là. Bien, par contre, il y a une chose que je voudrais souligner quand même, qui est important, parce que depuis le début, on appelle ça l'affaire Deliveroo. Il faut juste quand même rappeler aussi que les livreurs qui travaillent pour Deliveroo sont des indépendants. Ils sont auto-entrepreneurs, donc ce ne sont pas les salariés de Deliveroo. Non, ce ne sont pas les salariés. Donc Deliveroo se sent hors de portée. Mais c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a un tas de personnes qui vont être dans le rejet de cette marque. On sait à quel point c'est dur de positionner une marque, surtout que c'est une jeune marque, et qu'il n'y ait pas non plus, on parle souvent qu'il ne faut pas y avoir d'amalgame. Voilà, là, on ne va pas faire d'amalgame avec Deliveroo. Et le livreur. Et il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que c'est quand même une personne qui travaillait pour un tiers, qui lui avait la responsabilité d'être livreur. Il a confié ça à ce jeune homme, et que lui, par contre, il n'a pas sa responsabilité qui est mise en question. Et ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Il a confié, non, il n'a pas confié, en fait. Ça a été utilisé, entre guillemets, au noir. Exactement comme ça. Comme on peut voir chez les pilotes pour les VTC ou des choses comme ça. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a la responsabilité, c'est la responsabilité d'une personne et pas de Deliveroo. Et que c'est, en tout cas, la réaction, j'ai trouvé plutôt efficace. Alors, en parlant justement de responsabilité de ce qui se passe, pas seulement chez Deliveroo, mais peut-être ailleurs aussi. Christian, j'aimerais que vous écoutiez avec moi ce document. C'était il y a un petit peu plus d'une heure, sur le plateau de Jean-Charles Banoun, Samy Gozlan, qui justement était en tête dans la lutte pour faire condamner justement cette personne qui, je vous rappelle, a été condamnée à de la prison ferme. Voici ce que déclare Samy Gozlan sur le contexte aujourd'hui en France. Il faut savoir que ces livreurs, puisque j'ai eu des informations, refusent de livrer des repas qui sont accompagnés de vin, d'alcool. Donc c'est un peu comment dirais-je, c'est la pensée qui est orientée, qui est dirigée aujourd'hui, c'est la police de la pensée. Alors, est-ce que ce sont des gens radicalisés ? Est-ce que la société demande à ses employés, pas Deliveroo, c'est-à-dire que même si la compagnie ordonne de livrer quelqu'un, oui, ils refusent l'initiative. Alors donc, à mon avis, il va falloir qu'on enquête sur la radicalisation des gens qui travaillent dans cette société, comme ce qui se passe à la RATP, comme ce qui se passe dans le métro, comme ce qui se passe dans la police. Aujourd'hui, beaucoup font preuve d'islamisme. Christian Mallard, j'aimerais que vous réagissiez quand même, parce que visiblement, ce phénomène est peut-être un arbre qui cache la forêt, avec des livreurs qui refuseraient de livrer aux Juifs, mais également de livrer des bouteilles de vin.
Oui, non, mais tout à fait. Ce que dit Samy Gozlan, je partage tout à fait ses propos. Moi, j'ai envie de vous renvoyer, naturellement, tout le monde ne se le procure pas, au rapport de 123 pages de la DGSI qui explique à quel point notre territoire est complètement islamisé dans toutes les grandes villes de France. Il n'y a pas que Paris, il y a Marseille, il y a Strasbourg, il y a Rennes, il y a Nantes, il y a Roubaix, il y a Valenciennes. Je pourrais vous en citer en pagaille. Alors en effet, il y a de plus en plus de jeunes radicalisés dans les banlieues. Je vais vous citer un exemple où il y a moins d'un an, Marlène Schiappa se trouvait dans la région parisienne, dans une banlieue où elle voulait aller boire un café. Et là, elle s'est fait sortir. C'était des Arabes qui tenaient le café et qui lui ont dit « Madame, la femme n'a pas sa place chez nous ». Elle a dû rebrousser chemin. Elle est partie. Il y a eu des matchs de football qui ont eu lieu dans la région de Vanves, dans la région parisienne, où les femmes étaient voilées. Il y a eu des mi-temps qui ont été interrompus par la prière. Est-ce que c'est ça la France? Est-ce que c'est ça l'Occident? Je crois qu'il est temps que les gens se réveillent. Et j'ai envie de vous dire quelque part, regardez ce que fait le chancelier autrichien Brian Kurz. Quand il y a des problèmes au niveau des discours djihadistes, et il y en a plein qui sont tenus en France dans un certain nombre de mosquées, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la mosquée. Et puis, permettez-moi l'expression, il vire l'imam qui a tenu les discours djihadistes. Aujourd'hui, les Occidentaux sont d'une faiblesse insigne face à cette radicalisation. Je suis désolé, face à cette radicalisation. Sinon, vous êtes complètement aveugle. Léa Landman. Oui. D'abord, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que ça dure cette histoire et on commence à fermer les mosquées juste maintenant. Donc, dire beaucoup de courage, oui, bon, d'accord, je ne suis pas très impressionnée. Et deuxièmement, la question de la justice, je comprends pourquoi elle est importante, mais en fait, ce n'est pas la question. La question, c'est comment un type, un individu, pense que c'est légitime de dire je ne sers pas ou je ne vais pas livrer un resto juif ou un resto kasher ou un truc. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui fait autour de lui qui le légitime en fait dans sa démarche. Et vous parliez de Bernard Louis, je ne sais plus si c'est Christian ou Franck, pardon. Et vous parliez de Bernard Louis dans son livre qui s'appelle What Went Wrong, qui a à peu près, en fait, il essaye d'analyser pourquoi le Proche-Orient et l'Asie, qui ont commencé post-colonisation à peu près au même endroit, l'Asie est là et le Proche-Orient est... Une des raisons, c'est les femmes. Et une des raisons, c'est le déterminisme. Et une des raisons, c'est la radicalisation. Donc on peut retourner en arrière et essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais il n'empêche que vous parlez de lâcheté. Cette lâcheté, on aurait dû faire face déjà il y a 20 ans. Donc vous êtes admiratif devant Cox, ouais, bon d'accord. Bah non. Vous dites, la France n'est pas le pire. François-Olivier Gisbert, et on va clore cette partie. Oui, bah je serai très bref. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Léa Landman. Moi, je ne suis pas, comment dire, admiratif. D'ailleurs, je ricane beaucoup sur, enfin, c'est pas des sujets sur lesquels on a envie de ricaner, sur cette loi sur le séparatisme que nous prépare actuellement le gouvernement sous l'autorité du président de la République. Tout ça est un peu grotesque. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire appliquer la loi. Oui, ça veut dire que là, ça peut faire. Est-ce que ça peut rebuter certains désormais? Là, il n'y a pas besoin. Maintenant que cette personne a été condamnée, est-ce que vous pensez que ça va dissuader certains? Je pense que si la loi s'applique de manière ferme, et peut-être même encore un petit peu plus ferme, je pense qu'effectivement, on commence à réfléchir, puisque aujourd'hui, on peut faire un imam peut se permettre de faire des appels au meurtre dans les mosquées sans être inquiété. Et bon, de temps en temps, il y a une descente de police, de temps en temps, on va virer l'imam. Mais c'est vrai que c'est une politique extrêmement laxiste. Il n'y a pas besoin de changer les lois. Il faut juste faire respecter les lois qui ne sont pas respectées aujourd'hui en France. Et je crois que c'est le grand drame de la France. Depuis des années, les lois ne sont pas respectées. On fait respecter la loi et pas besoin d'en faire de nouvelles. D'ailleurs. Puisque je voudrais juste vous rappeler quand même. Je voudrais vous rappeler quand même la sanction. Pour ceux qui nous rejoindraient, c'est 4 mois de prison ferme. Il devra également quitter le territoire une fois la peine exécutée, puisque je rappelle que c'était un Algérien de 19 ans en situation irrégulière. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du sujet numéro 1 depuis un an, le Covid-19. Avec des annonces qui ont été faites ce soir, 18h de Paris, par Jean Castex, Noémie Aliwa, on va d'abord faire le point sur ce qui attend, ceux qui nous regardent depuis la France, à partir de samedi soir. Oui, Benjamin, voici une liste non exhaustive des mesures qui ont été annoncées ce soir par le Premier ministre. Tout d'abord, un fameux couvre-feu, un couvre-feu à 18h partout en France, et ce, dès ce samedi pour au moins 15 jours. Cela implique que tous les lieux publics, tous les lieux qui reçoivent du public seront fermés. Autre mesure, un protocole renforcé dans les écoles avec une interdiction des activités physiques et sportives en intérieur et renforcement également des consignes sanitaires dans les cantines. Nous sommes
conscient que la cantine est peut-être un point faible, a affirmé le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Autre mesure dans les universités, eh bien, les cours auront lieu par demi-groupe en présentiel, et ce, dès le 25 janvier prochain. Autre mesure qui pourra intéresser un certain nombre de nos téléspectateurs qui font régulièrement des allers-retours entre la France et Israël. Tous les voyageurs de hors l'Union européenne, donc Israël, devant entrer en France, devront effectuer un test avant de partir et présenter un test négatif, donc avant d'embarquer. À cela s'ajoute la nécessité de s'engager sur l'honneur qu'ils se mettront en isolement pendant 7 jours, une fois qu'ils auront atterri sur le sol français. S'engager à s'isoler 7 jours, c'est très différent de la façon israélienne de faire. Exactement, il y a toute autre méthode. Et puis dernière mesure, le maintien de la fermeture des lieux culturels. Et j'aimerais accueillir dans ce débat Laurent Alexandre qui est en direct avec nous. Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Vous êtes docteur, expert en technologie. Ce couvre-feu à 18h annoncé pour au moins 15 jours à partir de samedi sur tout le territoire, vous dites quoi aujourd'hui? Que le gouvernement français ose aller jusqu'au bout ou qu'il n'ose pas? Le gouvernement n'a pas le choix. Le couvre-feu à 18h, c'est la dernière mesure avant la fermeture des écoles, avant le confinement de week-end, puis le confinement 7 jours sur 7. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien, il n'y a qu'un seul pays qui va sortir relativement rapidement des confinements et des couvre-feux, même s'il vient de reconfiner, c'est Israël, qui a déjà vacciné 23% de la population israélienne et 75% des seniors, et qui a commencé d'ailleurs à faire la deuxième injection, puisqu'il y a, d'après les derniers comptages, 110 000 personnes qui ont déjà reçu la deuxième injection en Israël. Et on a passé aujourd'hui la 2 millionième vaccinée. De Exactement. Dose. À part Israël qui a choisi une stratégie ultra-offensive, et l'Angleterre a aussi une stratégie offensive, mais elle est loin, loin derrière, puisqu'elle est à peine à 5% de la population vaccinée. Il n'y a pour l'instant, pour les mois qui viennent dans les autres pays, qu'une seule solution, ce sont les gestes barrières, et puis ce sont des confinements successifs, les uns après les autres, avec des limitations des libertés des gens pour stopper les contaminations. Alors, comme vous le savez, on a énormément d'incertitudes sur la vitesse de déploiement du variant britannique. Pour l'instant, en France, on est un petit peu au-dessus de 1% des contaminés qui sont contaminés avec le variant britannique. On estime que dans 2 mois et demi, la majorité des Français qui seront infectés le seront avec le variant britannique. Et on l'a bien vu en Angleterre, pour un même nombre de contaminés initiaux, on a une explosion plus importante avec ce nouveau variant, puisqu'il augmente R0 entre 40 et 70%. Bon, ce qui fait qu'avec ça dit quoi tout ça? un confinement, ça dit quoi tout ça? Ça dit que la France Tout ça, ça veut dire que la seule stratégie, c'est la stratégie israélienne, et dans une moindre mesure, ce que fait Bahreïn, qui est aussi bien avancé, même s'il est loin derrière Israël, et que quand on n'a pas beaucoup de doses vaccinales et quand on ne s'est pas donné les moyens de vacciner vite, eh bien, on va aller de couvre-feu en confinement et de semi-confinement en couvre-feu renforcé pendant pas mal de mois. En France, aujourd'hui, il y a... Vous trouvez que le gouvernement français, dites-moi pour les annonces de Jean Castex de ce soir, très clairement et très honnêtement, vous pensez quoi? Vous pensez qu'ils sont lâches ou alors que c'est une politique délibérée d'aller par petits pas? Non, il n'a pas le choix. Compte tenu du retard énorme qui a été pris au programme vaccinal en France... Le choix de quoi? Regardez en Israël. Non, c'est pas une question de choix, c'est une question de volonté politique. Mais il n'y avait pas de plantage vaccinal en Israël, il y avait un succès vaccinal en cours. En France, compte tenu du fiasco vaccinal initial, le gouvernement ne peut pas aller vers le confinement. Il ne peut prendre que des demi-mesures. Et donc, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Il n'a pas le choix. Juste, expliquez-moi pourquoi le gouvernement français ne peut pas aller en confinement. Pourquoi le gouvernement français ne peut pas aller en confinement? Ça m'intéresse de savoir. Il ne peut pas aller en confinement aujourd'hui parce qu'il ne peut pas assumer l'échec initial de la vaccination et le fait qu'on n'a pas commandé assez de vaccins. Et en réalité, politiquement, l'effet d'affichage d'un confinement est trop difficile compte tenu de cet échec. Donc on est d'accord. S'il n'y avait pas eu cet échec au démarrage vaccinal, le gouvernement aurait pu être plus... Et on est d'accord. Vous dites que vous êtes d'accord. J'aimerais entendre ceux qui sont à Paris, qui vont vivre au premier chef cette situation à partir de samedi soir. C'est quoi votre expression, David Lefrançois? Foirage politique? François-Olivier Gisbert, on est dans un foirage politique?
Ah non, mais c'est pire que ça. Enfin, je pense que ça peut coûter très cher à Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle. On n'est pas très loin de l'élection présidentielle. Hein. C'est dans 1 an et demi, et c'est quelque chose qui va peser. Parce que ça a montré quoi? C'est ce que disait Laurent Alexandre. Ça a montré une espèce d'inefficacité absolue. C'est pas seulement le fait que le gouvernement n'est pas parti tout de suite sur la politique vaccinale. Il y a aussi le fait, c'est quand il a décidé d'accélérer un peu tardivement, rien ne répondait. C'est-à-dire, on voit très bien le gros problème de la santé. La France, c'est l'un des pays qui dépense le plus pour la santé au monde, avec l'Allemagne. Hein. On est en tête par rapport au PIB. Et c'est le paradoxe, regardez comment cette affaire est gérée. On a énormément de fonctionnaires, on a mis des fonctionnaires partout. Ça retarde les processus. Regardez, on fait des formulaires de je sais pas combien de pages, il faut 4 jours pour réfléchir. Mais ça, c'est la France. On est dans une pièce de courte ligne. Enfin, tout ça est comique. Alors que là, c'est vrai qu'il faut, quand on voit l'organisation israélienne, l'organisation britannique aussi, parce que c'est pas si mauvais que ça, même si ça a très mal commencé en Grande-Bretagne. Enfin, ils ont tiré les leçons. Nous, on a le sentiment qu'on ne tire aucune leçon, mais surtout qu'il y a une espèce de corps, comme ça, on est dans un espèce de corps flasque. Et c'est pour ça que j'ai parlé, dans les dernières éditoriales du Point, d'une certaine tiers-mondisation de la France. Voilà, c'est terrible. Ça ressemble un peu à une sorte de démocratie populaire, sans l'État policier. Ça ne marche pas. Je partage encore une fois de plus l'opinion de François Olivier, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que depuis le début de cette affaire, on est dans la navigation à vue. On fait de la navigation à vue. Ce qui m'a fait faire une plaisanterie un de ces jours, plus ou moins appréciée par mes interlocuteurs, en disant qu'il fallait inscrire le gouvernement au vent des globes. Voilà, on est dans la navigation à vue. Il y a des complications en permanence, des contradictions entre tel ministre qui vous dit une chose, un autre qui vous dit autre chose. On ne sait plus si on a un timonier au milieu de cette navigation à vue. Il n'y a pas de timonier. Et puis le problème des vaccins qui se pose de plus en plus. Moi, j'entends des gens qui font partie de la recherche pharmacomédicale depuis des années, depuis 23, 24 ans, qui me disent, alors ça n'engage qu'eux. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas infectiologue, qui me disent qu'il ne faut surtout pas aujourd'hui se faire vacciner, que ce soit avec le vaccin Pfizer ou je ne sais plus comment, Moderna, le dernier, parce que ces vaccins ne sont pas fiables encore. Ouh là là, attendez, vous faites un débat dans le débat, Christian. Alors il y en a qui disent qu'il faut y aller. Il faut y aller. Du confinement, on ne fait pas ce soir le procès du vaccin. Je ne suis pas expert. Moi j'y vais je vais vous donner la parole. Moi je n'y vais pas. Pardonnez-moi, Christian, pardonnez-moi. On a demandé aujourd'hui sur notre page Twitter et Instagram à nos téléspectateurs de voter, de nous dire également, entre ce couvre-feu décidé en France, ce confinement en Israël, est-ce vraiment utile? À une grande majorité, ils répondent non. Léa Landman, il faut dire une chose à ceux qui nous regardent, et pour redonner la parole ensuite à Laurent Alexandre, c'est qu'on présente toujours le modèle israélien comme un exemple. Mais il faut dire qu'ici, malgré les vaccinations et malgré ce confinement, eh bien les chiffres restent catastrophiques en matière de contamination. Mais c'est exactement la question. On en arrive maintenant au bout de 10 minutes de débat. On a dit les vaccins ça va pas et les trucs ça va pas. Mais ici aussi on a un forage politique parce que le confinement est biaisé et il est politique et il est sectoriel. Le confinement ne marche pas ici. Et il y a plusieurs articles, et encore une fois, l'opinion de personnes lambda, moi par exemple, sur le confinement n'est pas très intéressante, mais je vais la dire quand même. Exactement, et c'est pour ça que je vais la dire, mais en réalité, ça n'a pas énormément d'importance. Il y a plusieurs stades qu'on doit dépasser pour dire il faut arriver à un confinement général, d'accord ? Qui marche mieux que le confinement. Par exemple, les 50 personnes, un rassemblement de pas plus de 50 personnes, par exemple le masque, par exemple les écoles et les universités, etc., etc. Quand on en arrive au confinement, c'est on est censé avoir tout essayé. Mais en Israël, on n'a pas du tout essayé parce qu'on a un confinement soi-disant, mais les villes rouges aujourd'hui, c'est les villes arabes et ultra-orthodoxes. Faut arrêter de se leurrer en se disant on a un confinement général. On a un confinement général dans les villes qui sont pas rouges. Donc c'est complètement inefficace et c'est complètement politique. Donc là, je vous dis, en France, vous n'avez pas de quoi être trop jaloux. Faut pas trop dire, pas cocorico, mais alléluia Israël, Noémie Aliwa. Et la différence, c'est les vaccins, soit dit en passant. Les Israéliens savent gérer un blitz. C'est peut-être ça la grande différence. J'aurais une question pour le docteur Alexandre. Je reprends un papier de Causeur qui s'intitule « On a préféré la punition collective à la frappe chirurgicale ». Est-ce que pour vous, il n'y avait pas d'alternative à ce confinement généralisé? Par exemple, on a parlé à un moment d'un confinement ciblé qui, par exemple, confinerait uniquement des groupes à haut risque. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution qui a largement été évoquée, mais qui n'a pas véritablement été mise à l'œuvre? En droit constitutionnel, en France, c'est très difficile d'avoir des mesures qui ne concernent qu'un sous-groupe. Et donc, ces mesures auraient pu être annulées par le juge administratif et par le juge constitutionnel. Donc là, il y a un vrai problème juridique en France.
C'est compliqué. Non. Et puis c'est compliqué de faire un apartheid entre différents groupes de malades, et notamment les personnes âgées qui sont le groupe social en France qui vote le plus. C'était difficile lors des précédents confinements, avant les élections, de les sadiser de façon sélective. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à et le passeport vert, ça va aussi les diviser. Ça va être aussi une sélection. Puisque c'est ce qui va se faire ici en Israël. Je dis pas le contraire, mais franchement, j'ai entendu pas mal de critiques sur la stratégie israélienne de vaccination. Excusez-moi, elle a été géniale. Israël est le seul pays au monde qui ne manque pas de vaccins. Netanyahou a passé personnellement 17 coups de téléphone au président mondial de Pfizer. Donc, soyez gentils. Je ne suis pas israélien, mais ne critiquez pas Israël parce que c'est la stratégie la plus géniale, la plus efficace qu'il y a aujourd'hui dans le monde. J'ai entendu. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai entendu tout à l'heure des critiques. Quelqu'un disait, j'ai plein de médecins qui m'ont dit que le vaccin était dangereux. Attention, la plupart des propos anti-vaccin Covid viennent de groupuscules très souvent proches de QAnon, et ce ne sont pas des gens recommandables. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, n'importe quel cinglé, n'importe quel abruti peut raconter quelque chose. Par exemple, le docteur Fouché, le grand ami du docteur Raoult en France, a expliqué en public que vacciner les personnes âgées, c'était un génocide. Donc, des foufous, des cinglés, des gens qui racontent n'importe quoi. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est dit. Il y en a beaucoup. Il faut faire attention. Ce vaccin, il est extrêmement sûr. Personnellement, j'ai été vacciné. Laisse-moi te contredire. J'ai été vacciné. Je déteste contredire une femme enceinte, mais je vais le faire. François. Vous pouvez pas, moi je peux pas dire ça, je déteste contredire une personne âgée quand même, on peut pas dire ça. Tu peux. Allez-y, il reste 2 minutes. David Lefrançois. Comment on peut dire que la stratégie... alors, je rejoins M. Mallard qui dit que les pays tirent à vue. Ok. Mais tous les pays ont tiré à vue. Personne n'attendait ce qui s'est passé. Il y a juste des personnes qui ont eu une logique adaptative qui était plus intéressante que d'autres. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand on regarde, effectivement, au final, on est quand même sous la barrière des 4000 morts aujourd'hui, en un an de Covid. Si les confinements n'avaient pas été efficaces, à mon avis, les chiffres auraient été complètement différents. Et une fois encore, là où je rejoins France-Olivier Gisberg, c'est sûr, et puis le docteur Alexandre, c'est sur le choix stratégique qui a été fait ici. Et je pense que le leadership, il a été très bon ici. Même s'il n'a pas été parfait, même s'il est toujours critiquable, comme tous les grands leaderships, il a été extrêmement bon parce qu'au final, moi, je regarde que les résultats. Il y a un tas de personnes j'ai des membres de ma famille qui ont crevé en France simplement parce qu'on ne s'occupait pas d'eux, on ne suivait pas eux. Ça a été une horreur totale. Ça a été extrêmement bien géré ici, franchement. Écoutez, ce sera le mot de la fin alors. On finit par un alléluia. Sauf que j'ai jamais dit que la stratégie des vaccins n'était pas bonne. Je parle pas de la stratégie des dimensions politiques et tout ça. Ouais. Merci à tous. Un merci particulier à Laurent Alexandre d'avoir accepté d'intervenir ce soir dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Merci infiniment. Merci à Christian Mallard, François-Olivier Gisbert à Paris. Merci également David Lefrançois, Léa Landman. Je vous rappelle la question du jour sur Twitter. Vous pouvez continuer à voter. On vous a demandé justement, entre ce confinement qui dure en Israël et le couvre-feu en France, est-ce vraiment utile? Une majorité d'entre vous nous disent non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes une majorité à nous dire oui, on veut revenir lundi soir. Alors rendez-vous lundi à 20h. Merci Noémie, à lundi.